19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Sarah Salman et Antonin André. On parle maintenant de cette colère des agriculteurs qui pourraient faire tache d'huile. En tout cas, ils sont toujours mobilisés aujourd'hui pour protester contre l'abattage systématique de leur cheptel en cas de détection de cette dermatose bovine dans les élevages. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. On sait maintenant ce que c'est, cette maladie. En tout cas, des actions, je le disais, sont en cours partout en France, notamment sur l'A64. Alors ça avait été, on s'en souvient, c'est assez symbolique, Antonin André, parce que ça avait été justement cette A64 l'épicentre des grandes mobilisations du monde agricole en janvier dernier, qu'on s'en souvient. Oui, avec les tracteurs. Vous vous en souvenez? Vous avez été bloqué par un tracteur? Non, Sarah Salman. J'ai pas été bloqué par un tracteur, mais c'était des images qui m'avaient marqué. Et en plus, il disait on va pas pouvoir faire cette manifestation dans la durée parce que nous, si on travaille pas, je sais plus comment on dit. Nos bêtes, nos exploitations. Voilà. Nos exploitations, merci, c'est le mot que j'ai cherché, ne vont pas tourner. Et donc, on ne peut pas se payer le luxe d'aller manifester, mais on veut quand même le montrer. Et je pense que ça va faire un peu comme les Gilets jaunes, où au tout début, il y avait un ras-le-bol qui était légitime, et ils sont allés dans la rue parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Enfin, ils travaillent énormément d'heures par semaine. Ils ne prennent pas de vacances. Il y a une surtransposition des normes par rapport à l'Union européenne. Et vous ajoutez cette maladie. Donc, c'est absolument irrespirable. En tout cas, je vous propose de les écouter d'ailleurs, ces agriculteurs tout à l'heure autour de l'A64, toujours bloqués entre Bayonne et Tarbes. Moi je pense que Madame la Ministre, maintenant il faut nous regarder, il faut nous écouter, il faut nous entendre, parce que là maintenant on est vraiment en détresse et je pense que demain on sera tous morts à cette allure-là. Ça me donne aucune envie de continuer, quoi. Enfin, on dégoûte toute une génération avec ce genre d'intervention. On demande à ce qu'on stoppe les abattages de tous les troupeaux, mais vraiment qu'on fasse du cas par cas et qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Alors Antonin André, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas vétérinaire ici. C'est très compliqué. Alors, c'est compliqué. Alors, néanmoins, ce qu'il faut poser en préalable, et il se trouve que moi, j'ai une partie de ma famille qui est originaire du Doubs, et donc j'ai des amis qui sont éleveurs dans le Doubs et qui sont confrontés à... Ils vous disent quoi? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on mesure mal à quel point pour un agriculteur, un éleveur, qui élève des bêtes, qui les prend souvent très jeunes et qui les élève, et c'est un travail harassant, il est très attaché à ses bêtes. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer le traumatisme que représente pour eux. Et puis c'est des dizaines d'années de travail. Exactement, c'est des dizaines d'années de travail. Et puis il y a un attachement vraiment à ces bêtes. Je veux dire, on les voit, on les traite 2 fois par jour, on passe du temps avec elles, on les soigne, on les protège. Donc il y a une dimension affective. Voilà. Ensuite, sur cette épidémie, ce qui est en cause, c'est le fait d'abattre tout un troupeau quand vous avez 1 ou 2 individus malades. Oui. Il se trouve que cette épidémie a commencé en Savoie et dans l'Ain, et que cette façon de faire, c'est-à-dire on vaccine tous les troupeaux qui sont autour du troupeau touché et on élimine le troupeau atteint, a donné des résultats tout de même en Savoie et dans l'Ain, et a réussi à circonscrire cette épidémie dans ce foyer infectieux. Donc le gouvernement essaye de poursuivre sur cette méthode dans les endroits où ça survient. Mais ça reste extrêmement douloureux pour les éleveurs, et effectivement, comme vous l'a dit Madame Salman, ça se surajoute à tout un tas de contraintes qui sont des surtranspositions, la crainte du Mercosur et donc de la concurrence déloyale des pays d'Amérique du Sud, et que c'est une profession qui est sous-payée, qui encaisse depuis des années des réglementations sous pression, et qui est aussi soumise à des nouvelles normes agricoles, notamment compte tenu des normes environnementales, et qu'elle souffre de ne pas être assez accompagnée. Et effectivement, les pouvoirs publics devraient davantage être aux côtés des agriculteurs qu'ils ne le sont. Et c'est ce qui explique ce genre d'explosion de colère. Oui, parce que vous venez de décrire, c'est le principe de précaution qui est entré dans la Constitution en 2005 avec la Charte de l'environnement. En réalité, ce n'est que la stricte application du principe de précaution. C'est-à-dire qu'on en fait beaucoup plus que ce qui est nécessaire par précaution. Oui et non. En fait, vous avez 17 millions de têtes de bétail en France, et ce genre d'épidémie, si on ne la circonscrit pas, peut devenir très vite beaucoup plus catastrophique que si on ne fait rien. J'entends cet argument, mais par précaution. C'est pas de la précaution, c'est en fait c'est un virus, c'est une maladie qui se transmet par la piqûre de moucheron, et mais qui ensuite peut, en fait, on a un chaînon manquant sur la transmission d'animal à animal ensuite. Voilà. Et donc dans cette ambiguïté là, effectivement, on peut faire le choix de ne pas battre tout le troupeau. Mais on peut être porteur du virus. Mais voilà, on prend le risque que les autres bêtes soient porteuses du virus, et que l'épidémie finalement gagne comme ça de façon un peu souterraine, et que les conséquences soient beaucoup plus dramatiques. Je ne suis pas expert vétérinaire. Moi non, personne. La seule chose que je dis, c'est que l'épidémie en Savoie et dans l'Ain, où ça avait débuté, aujourd'hui, alors il y a eu des abattages, je ne me rappelle plus des proportions importantes, mais néanmoins pas tout le cheptel de Savoie et de l'Ain, et l'épidémie là-bas s'est éteinte. Donc
c'est difficile de répondre à la colère agricole. Elle est évidemment légitime, mais il ne faut pas non plus penser comment dirais-je, la réponse sanitaire est forcément elle n'est inadaptée. pas forcément exagérée, mais c'est un ras-le-bol général. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bien sûr. Il y a une accumulation Après, de choses. On peut aussi ajouter le fait que, vous l'avez dit, cette fronde agricole a débuté dans un endroit où elle avait déjà éclaté l'année dernière. Et c'est une région où les agriculteurs et les éleveurs sont assez politisés quand même et ont une tendance à prendre souvent le début des mobilisations, ce qui n'est pas forcément critiquable d'ailleurs, parce qu'elles défendent l'ensemble de la profession. Donc effectivement, c'est un endroit qui en plus est particulièrement sensible, particulièrement mobilisé et qui d'ailleurs échappe pour l'essentiel au contrôle de la FNSEA. La question qu'on peut se poser quand on n'est pas expert du sujet agricole, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous vous souvenez, vous dirigez les pages politiques du JDD, cette photo de Gabriel Attal et de Christophe Béchu, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, sur leur bottes de paille. À l'époque, on avait beaucoup... Et on avait quand même calmé la grogne. On l'avait calmé avec une loi agricole, d'urgence agricole, qui a finalement été adoptée à l'automne, mais... certains politiques avaient reproché à l'époque à Gabriel Attal, qui était Premier ministre et qui était arrivé tout juste en fonction, de s'être laissé impressionner fortement dès le début avec un conflit qui, c'est vrai, était spectaculaire, et d'avoir tout lâché trop vite. Donc on lui avait aussi reproché cette espèce lâcher de quoi, des millions, le chéquier? Oui, d'avoir tout de suite cédé à tout. Alors peut-être qu'il a bien fait, mais cette photo, de la même façon que Gabriel Attal a peut-être été un peu naïf, cette photo renvoyait l'image un peu naïve d'un conflit qui serait totalement réglé et éteint. En réalité, la crise agricole est beaucoup plus profonde et beaucoup plus diverse et beaucoup plus longue que ce que cette photo laissait imaginer en pensant qu'on avait tout réglé. En fait, on a eu aussi la photo d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture où c'était vraiment quand même le bazar. Il a enlevé la veste, il était en chemise, il leur a expliqué que tout allait très bien se passer. Donc c'était une belle photo. C'était moins pire cette année que les années précédentes parce que Gabriel Attal avait lâché beaucoup de choses. Oui. Et là, c'est vrai que j'imagine, je m'adresse à l'avocat de Salman, le Mercosur fait très peur à ces agriculteurs, notamment, particulièrement aux agriculteurs bovins. Et à juste titre. Après, c'est l'Union européenne prime. Donc, malheureusement, le pouvoir décisionnel des agriculteurs est quand même assez faible à l'échelle française. Tout vient de l'Union européenne. Les directives, on les transpose et on transpose plus que ce qu'on est obligé de faire. Comme dans tous les secteurs. C'est de l'excès de zèle à ce stade parce qu'on pourrait transposer un petit peu moins comme certains de nos voisins de l'Union européenne. Alors en tout cas, pour revenir sur cette maladie, là, il y aura donc 1 million d'animaux vaccinés dans les prochaines semaines, a dit la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Mais alors, ça ne plaît pas nécessairement à Bernard Vantaux, le président de la coordination rurale, qui s'est exprimé. Écoutez. Elle a pris du retard, la ministre. Elle aurait dû mettre la vaccination obligatoire sur tout le territoire depuis très longtemps et depuis septembre. Là, elle perd du temps. Et le temps qu'elle perd, ça veut dire qu'on va faire tuer des animaux par principe de précaution. Donc, elle doit absolument changer son protocole très rapidement. Je pense qu'elle n'en a absolument pas envie. Et je pense que c'est au Premier ministre de se saisir du sujet parce qu'elle ne bougera pas. Et vu la violence qu'on a pris par les forces de police en Ariège, c'était pas la bonne réponse à nous apporter. Donc oui, ça va se durcir. C'est vrai qu'on peut s'interroger, Antonin André, sur ces scènes de violence entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Les agriculteurs, de toute façon, quand ils se mobilisent, généralement, ils n'auront pas de main morte. Il y a des bombes agricoles, on déverse des tas de fumier devant les préfectures. C'est leur façon de revendiquer. Ce sont aussi des gens responsables. C'est-à-dire qu'il y a rarement des dégâts physiques vraiment préjudiciables. Ce sont des gens qui sont quand même assez raisonnables, j'allais dire, mais qui manifestent leur colère. Et de façon... Oui, puis il y a quelques brebis galeuses quand même d'ultra-gauche qui se sont oui, mais alors je suis pas sûr que ça soit vraiment. Je suis pas sûr que ce soit des agriculteurs, cela. Je pense que c'est des gens qui opportunisent. Mais les agriculteurs eux-mêmes sont des gens assez responsables, et qui savent se faire entendre. Alors pour ce qui est de la vaccination, il y a un problème d'approvisionnement, c'est-à-dire que déjà dans l'est de la France, un petit peu comme dans le Covid. Exactement, dans l'est de la France, lorsqu'il a fallu vacciner massivement ensuite dans le Jura et dans le Doubs, puisque ce sont des zones qui ont été infectées après la Savoie et l'Ain, on avait des problèmes d'approvisionnement et c'est vrai que c'est compliqué de fabriquer autant de vaccins aussi rapidement pour 17 millions de têtes de bétail. Donc il y a probablement des problèmes logistiques qui expliquent aussi le fait que la ministre veuille réserver les vaccins disponibles
aux endroits et aux foyers où on en a vraiment besoin. Je souris parce que c'est vrai que ça me rappelle vraiment l'épisode Covid. Oui, bien sûr. Quand on est confronté à une épidémie soudaine et aussi générale, aussi massive, le temps que l'appareil de santé se mette en branle et que les laboratoires se mettent en branle pour produire autant, ça demande un peu de temps. Vous restez avec moi dans quelques instants. On reviendra sur Historock. C'est un spectacle d'histoire. Alors j'ai reçu, c'est un hasard du calendrier, l'auteur Dimitri Casali de ce livre, qui est un livre d'histoire vraiment intéressant que j'ai lu, que j'ai trouvé passionnant. Il était tout content de présenter ce spectacle en costume d'histoire devant des enfants. C'était prévu le 18 décembre à Montrouge. Et ben, ça n'aura pas lieu parce que la gauche s'est mobilisée et le spectacle a été annulé par la mairie. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe